Cette semaine, à Enquête, le cauchemar qu'ont vécu plusieurs couples de parents qui se sont présentés à l'hôpital Sainte-Justine. Je sentais qu'il fallait que je justifie que j'avais pas fait quelque chose d'intentionnel. Quand l'analyse du DPJ repose beaucoup sur la génétique médicale, bien, le médecin a un pouvoir énorme. Il dit Papa, racontez-moi donc ça. C'était un peu comme vas-y, essaye-toi donc. Tout ce qu'on allait faire allait être retenu contre nous. Il n'y avait rien qui jouait pour nous. Quand un système n'est pas capable de se remettre en cause, de se remettre en question, pour moi, c'est un système qui est dangereux, qui peut amener des dérapages. Bienvenue à Enquête. Imaginez, votre bébé se blesse accidentellement. Vous vous présentez à l'hôpital pour qu'on le soigne, mais c'est vous qu'on finit par accuser de l'avoir maltraité. Un cauchemar qu'ont vécu plusieurs couples de parents qui se sont présentés à l'hôpital Sainte-Justine, le plus important centre hospitalier pour enfants au Canada. Enquête sur un système de protection qui a des failles. Dans le système, premièrement, tu es coupable jusqu'à preuve du contraire, et même quand tu prouves le contraire, tu es coupable quand même. Je pense que la maltraitance, il la voit partout. Est-ce que les bonnes familles sont immunisées contre ça? Non. Non. La réponse est non. 5 couples inquiets et leurs bébés blessés. Des médecins déterminés à protéger des enfants qu'ils croient maltraités. Une DPJ parfois soumise face au pouvoir médical. Tous engagés dans une mécanique infernale où personne n'entend la voix des parents. Petit matin d'octobre, un bébé se réveille. Dominique Melasco laisse dormir sa femme et va bercer Axel, son fils de 8 mois. À un certain moment donné, je me lève, je me dirige vers la salle de jeu, puis la suce tombe. Je me penche pour ramasser la suce. Puis là, je vois qu'il est pas bien. Il est pas normal. Les pleurs soutenus du bébé inquiètent sa maman, Amélie. J'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Dom, il dit ben, je sais pas, j'ai peut-être fait un faux mouvement en me penchant. Là, on cherche à comprendre. Le petit pleure. Ma mère est médecin, donc j'appelle ma mère à ce moment-là. La mère d'Amélie leur conseille de se présenter à Sainte-Justine. Le verdict tombe rapidement, fracture du fémur, cause inexpliquée. Le petit est immobilisé sur son lit d'hôpital, ses parents sont sous enquête. Oui, on est conscient qu'on est en investigation, entre guillemets, parce que, bon, on rencontre une travailleuse sociale, ils font leur travail, puis nous, on y va vraiment de bonne foi, là. Ils finiront par rencontrer le docteur Alain Sirard, un pilier de la clinique socio-juridique. C'est là qu'on évalue les enfants possiblement maltraités. Quand il rentre, avec son pad, il s'est présenté rapidement, mais il nous a à peine regardé. Il s'adresse à Dom, il dit « Alors, c'est papa qui était là, donc Papa, racontez-moi donc ça. » C'était un peu comme « Vas-y, essaye-toi donc. » Déjà que moi, je me sentais très mal. Et là, je sentais qu'il fallait que je justifie que j'avais pas fait quelque chose d'intentionnel ou que c'était pas... Dominique essaie d'expliquer au médecin ce qui s'est produit la veille. Mais le docteur Sirard ne l'écoute pas. J'ai dit « Dom, prends l'habit de neige, puis montre comment ça s'est passé pour qu'on essaie de comprendre au niveau vraiment mécanique, médical, qu'est-ce qui a pu arriver. » Il dit « Ça se peut pas. » Ça ne se peut pas, selon le docteur Sirard, parce que les fractures du fémur chez les jeunes bébés sont rares. Il soupçonne un abus physique et la loi sur la protection de la jeunesse l'oblige à le signaler à la DPJ. Alain Sirard est ensuite écarté du dossier à la demande de la famille. Mais l'enquête continue et l'hypothèse de la clinique se précise lors d'une rencontre avec un orthopédiste. J'avais eu un épisode de colère isolé, que j'aurais pris la jambe de mon fils et que je l'aurais twisté. Tordu. Tordu. Suffisamment pour... Pas laisser de marque, pas laisser de bleu, pas laisser d'échymose, mais suffisamment pour casser le fémur. On me dépeint comme une personne enragée. Axel va subir toute une batterie de tests pour détecter d'autres signes de maltraitance.
Pendant ce temps, la DPJ cherche à savoir s'il s'agit d'une famille à risque. Ça fait super longtemps qu'on est ensemble, c'est pas un premier bébé, on a les deux on travaille dans les milieux qu'on aime. Leur milieu, c'est le travail social. Elle a fondé une maison d'accueil pour femmes enceintes et vulnérables. Il est travailleur social auprès d'adultes souffrant de maladies mentales. On était en congé parental, les deux en même temps. Situation idéale, un réseau hyper présent, une famille serrée. Puis on s'est fait ramasser par ce système-là. C'est le jeudi soir qu'on rencontre la DPJ et la police en même temps. Et ça fait depuis le lundi qu'on est à l'hôpital. Là, c'est là que tu vois qu'il y a un autre dossier qui s'ajoute, l'aspect criminel qui est là-dedans. C'est presque automatique. Dans un cas d'abus physique, les policiers doivent rencontrer les parents et parfois déposer des accusations. En matière de maltraitance, la DPJ, la police, l'hôpital et la justice entretiennent des liens étroits, codifiés dans cette entente. Le signalement mène à un diagnostic du côté médical et à une évaluation de la DPJ, qui est ultimement responsable du dossier. Justement, la thèse de la DPJ sur les parents d'Axel commence à se préciser. Leur hypothèse, c'était Dominique est possiblement un homme rose avec une femme matrone, beaucoup trop affirmée. Dans un geste d'impatience, toute la testostérone est sortie, crac, il a cassé la jambe de son fils. C'est ça qui est arrivé. Point. Le reste est pas possible. Pas possible, selon la DPJ, parce que Sainte-Justine n'en démord pas. L'histoire de Dominique ne tient pas debout. Et là, on se rend compte que la machine est partie et qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour l'arrêter. Et ils me mettent encore sous le nez qu'en protégeant mon mari, je ne suis pas capable de protéger mon enfant. Il y a un moment donné, je me suis dit, c'est pas vrai qu'ils vont m'enlever mes petits. La DPJ n'ira pas jusque-là, mais impose quand même des mesures de protection. Dominique Mélasco ne pourra plus se retrouver seul avec son fils. On a collaboré, on l'a fait tout au long. Je partais religieusement à 9h, 10h le soir, je revenais le lendemain matin à 6h. Puis, il fallait qu'on se conforme. Pourtant, les tests n'ont révélé aucun autre signe de maltraitance. Pour l'intervenant de la DPJ, ce n'est pas suffisant. Lui me le dit, mot pour mot. Lui n'a pas le pouvoir. Comme c'est médical et que la fracture oblique est associée à un type d'abus, prouvez-nous le contraire. Essayez de trouver une contre-expertise contre Sainte-Justine. C'est hyper difficile. Ça coûte des sous, c'est très cher. Le couple persuade un réputé radiologue pédiatrique de Montréal d'écouter leur histoire. Il accrédite leur version. La fracture est très probablement accidentelle. Mais la DPJ n'est toujours pas convaincue. Dominique et Amélie devront trouver un autre expert. Tout le monde pense que, ah oui, fracture du fémur, qu'un enfant qui ne marche pas, il faut penser à un enfant maltraité. Oui, c'est vrai, il faut penser, mais c'est pas aussi commun qu'on pense. Un fémur cassé de cette façon, le docteur Thierry Benaroche en avait déjà vu. Vous saviez que c'était possible parce que vous l'aviez déjà vu seulement 1 an auparavant. Oui, 1 an auparavant, où c'était le même type de mécanisme. Alors, où ce cas similaire a-t-il eu lieu? À Sainte-Justine, avec un autre papa qui avait fracturé le fémur de son bébé en se penchant vers l'avant pour ramasser sa suce. Dans cette affaire, la juge avait conclu à un malheureux accident. Elle avait rejeté la thèse de l'abus, tout en précisant que ce n'était pas aux parents à prouver leur innocence. Dans ce cas-là, c'est le docteur Claire Allard-Dansereau qui avait conclu à la maltraitance. Elle refait le même diagnostic 1 an plus tard avec Axel. Comment ça se fait qu'elle nous en a même pas parlé? Comment ça se fait qu'elle s'est pas dit « ça se peut peut-être ». Surtout comme médecin, il faut que tu gardes une place pour le doute. Le docteur Benaroche sera le premier à demander à Dominique Mélasco de refaire le fameux mouvement, devant lui, debout, avec une poupée dans les bras. Le fait que M. Mélasco se soit penché avec son bébé pour ramasser la suce, pour vous, ça peut être le signe de ce genre de fracture? Oui, certainement, le poids du père aurait pu être assez suffisant pour causer cette brèche. En l'absence d'autres blessures et après avoir évalué la famille,
le docteur Benaroche écarte le diagnostic de maltraitance. Si c'est un docteur comme ça qui nous avait accueillis avec la possibilité de dire ça se peut, que la médecine n'est pas une science exacte, qu'il y a plein de possibles. Après presque 5 mois, la police ferme le dossier, la DPJ aussi. Mais le rapport final mentionne toujours la possibilité que Dominique Melasco ait tordu volontairement la jambe de son fils. Sa femme s'attendait à autre chose. J'aurais aimé ça qu'ils s'excusent, la clinique de socio-juridique. J'aurais aimé ça qu'ils s'excusent de la façon dont ils ont agi avec nous. C'est pour cette raison que le couple a porté plainte au comité de discipline de l'hôpital. Ils attendent la réponse de Sainte-Justine depuis 3 ans. Après la pause, des conclusions impossibles à renverser. Votre conclusion, là, mettez-la honnête. Soyez capable d'accepter que vous vous êtes trompé. Avec 5 pédiatres, un psychologue et un travailleur social, la clinique socio-juridique de Sainte-Justine est la plus importante au Québec. On y évalue en moyenne 400 cas par an. À un moment donné, il faut que la raison reprenne le dessus. C'est là où, pourquoi on s'acharne. En fait, Véronique et François tentent toujours de comprendre comment une simple colique les a menés jusqu'au tribunal de la jeunesse. Suivant 2 semaines de crise quotidienne, le couple désemparé se présente à Sainte-Justine avec son bébé de 2 mois et demi. Après des heures d'attente et quelques tests, la médecin vient finalement me voir puis elle m'a dit « Écoutez, ce qui nous inquiète sur votre fils, c'est les rougeurs sur son ventre. Elle dit « On aimerait ça le garder en observation pour faire 3 tests demain. Si tout est beau, vous partirez. » OK. Les rougeurs sont en fait de petits bleus, apparus sur l'abdomen du bébé tout récemment, juste après l'application d'une bouillotte chaude destinée à soulager les coliques. Et donc, vous l'avez dit tout de suite, ça? Oui. Ben oui, quand ils l'ont signalé, on a dit « Ah oui, le béquet bobo, on l'a mis, on a raconté toute l'histoire là, à plusieurs reprises. » Y compris au docteur Alain Sirard de la clinique socio-juridique. Comment il a réagi quand vous lui avez raconté l'histoire du sac d'eau chaude? En fait, il avait pas l'air du tout d'y croire. C'est à peine, j'ai l'impression, s'il a écouté l'histoire et qu'il l'a pris en compte. C'était vraiment pas possible que cet objet-là ait fait ces marques-là. C'était vraiment de la maltraitance. Le docteur Sirard prescrit toute une série de tests associés au dépistage de la maltraitance. Une radiographie de l'abdomen, une échographie, un test ophtalmologique, une série squelettique, les pieds, la tête, le corps, les bras. Il hurlait, là. Et qu'est-ce que ces tests-là ont permis de détecter? Absolument rien. Tout était normal. Pourtant, le docteur Sirard a déjà signalé leur cas à la DPJ. Il exige un autre test, un scan cérébral, pour déterminer s'il s'agit d'un bébé secoué. Une procédure controversée chez un bébé si jeune à cause des radiations. Là, on a comme fait « Hey, stop, là, c'est assez. » Ça faisait 48 heures qu'on était à l'hôpital. Notre bébé était fatigué et fallait l'anesthésier, passer un scan avec des radiations. À ce moment-là, la seule chose qu'on voulait, c'était qu'on laisse notre enfant tranquille. Ouais. Parce que les parents refusent le scan cérébral, le docteur Sirard les accuse en plus de négligence auprès de la DPJ, qui demande au tribunal de forcer la tenue du scan. On se retrouve devant le juge le lundi. On nous enlève notre autorité parentale pour passer le scan. On passe le scan sans notre accord. Pourquoi un scan du cerveau pour un bébé avec des bleus sur l'abdomen? Que leur reproche-t-on exactement? 1 semaine après leur arrivée à l'hôpital, le docteur Sirard explique enfin son hypothèse. Il a dit, mais c'est parce que c'est pas qu'il a été secoué, c'est que les traces-là viennent parce qu'il a été pincé. Et puisqu'il a été pincé, il est possible qu'il ait été secoué. Comment vous avez reçu cette explication-là? Si vous l'avez pincé, vous êtes capable de le secouer? J'étais sans mots. Dans des situations comme ça, il faut rester calme, parce que si on montre n'importe quelle impatience, ça se retourne contre nous. Les résultats du scan, négatifs. Ils perdent quand même la garde du bébé et doivent aller vivre sous surveillance chez la mère de Véronique. Leur avocate contre-attaque
et propose à la DPJ de vérifier l'hypothèse du sac d'eau chaude auprès d'un dermatologue de Sainte-Justine. La DPJ nous a dit, c'est à vous d'aller à l'externe, de trouver un dermatologue. Et on a eu la chance de tomber sur une dermatologue pédiatrique chevronnée qui est arrivée à la conclusion que l'histoire des parents pouvait très bien expliquer ces lésions-là. Le docteur Audrey Lovette de l'Hôpital de Montréal pour enfants leur explique la nature des petits bleus, qu'on appelle des pétéchis. Elle nous explique un bébé qui fait les coliques que vous me décrivez avec des spasmes, des gaz, des tortillements. En plus, quand on applique de la chaleur sur le ventre, ça dilate les vaisseaux sanguins. Elle dit, je vois pas pourquoi ça sortirait pas des pétéchis. Puis on lui a dit, est-ce que votre parole a autant de poids que le docteur Sirard? Elle était comme un peu insultée. Elle dit, madame, ici, là, je suis la deuxième en chef du département de dermatologie. Elle dit, tout à fait, là, mon jugement a la même valeur, là. On était sûr que la DPJ allait se rétracter, allait reculer. Mais à notre grande surprise, ils ont continué de maintenir que l'opinion du docteur Sirard prévalait, que le docteur Sirard considérait que l'opinion du docteur, du dermatologue pédiatrique ne valait rien. Écoutez, nous, l'impression que ça nous a donné, c'est comme si on avait remis un torchon. Malgré l'absence totale de facteurs de risque, la DPJ persiste et signe. Les faits sont fondés, un abus a bel et bien eu lieu. Si dans un dossier comme ça, aussi impeccable, la DPJ n'a pas été capable de se remettre en question, je me suis dit, dans aucun dossier, ils vont être capables de le faire. Et ça m'a amené aussi à conclure que, aux yeux de la DPJ, le docteur Sirard est un Dieu tout-puissant, qui est infaillible. Même à la limite qu'il soit venu nous voir à chaque semaine pendant 3 mois, qu'il nous ait retiré la garde pendant 3 semaines, votre conclusion, là, mettez-la honnête. Soyez capable d'accepter que vous vous êtes trompé. Au moment de clore le dossier au tribunal, le couple et leur avocate auront droit à une surprise. Le juge m'a coupé la parole et a dit « Je veux préciser ceci, que quant à moi, le signalement n'était pas fondé. » À cette étape-ci, rappelle le juge, le seul soupçon ne suffit plus. La preuve doit être prépondérante, et elle ne l'est pas. On peut dire que le juge a blanchi vos clients. Tout à fait. Il a vraiment prononcé un jugement qui rétablit leur réputation, finalement. Mais pas nécessairement pour Sainte-Justine. Lorsqu'un juge renverse en quelque part le diagnostic d'un de vos médecins, est-ce que ça veut dire que le médecin s'est trompé? Absolument pas. Et ça, c'est très important. Quand le juge dit « moi, je ne retiens pas », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu maltraitance. Le médical et le juridique sont séparés, rappelle le docteur Frappier. Souvent, le médecin ne sait pas ce que la DPJ ou la Cour a décidé. Comprenez-vous que des parents puissent se dire « bon, moi, j'ai été blanchi, mais je ne retournerai pas à Sainte-Justine parce que c'est toujours dans mon dossier. » Oui. Je l'ai dit, c'est des situations qui sont difficiles. C'est difficile pour les intervenants, c'est difficile beaucoup pour les parents. Quand un système n'est pas capable de se remettre en cause, de se remettre en question, pour moi, c'est un système qui est dangereux, qui peut amener des dérapages. Après la pause, protéger l'enfant à tout prix. J'ai accouché à un enfant. Où est-ce qu'il est cet enfant-là que j'ai accouché? J'ai accouché, mais l'enfant, il n'est plus là. J'ai accouché à un enfant. Ben, écoutez, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est cet enfant-là que j'ai accouché? J'ai accouché, mais l'enfant, il n'est plus là. 3 ans plus tard, la douleur est toujours vive. Tellement vive et la honte tellement grande que Nadia et Ali nous ont prié de cacher leur visage. L'histoire commence avec le docteur Alain Sirard. Je lui ai dit, Monsieur Sirard, est-ce que tu peux me décrire où est-ce qu'il est la fracture? Parce que je ne sais pas moi. Il me l'a fait un petit dessin. Son hypothèse, c'était que vous l'aviez échappé. C'est ça. On les avait pourtant renvoyés chez eux lorsqu'ils s'étaient présentés à l'urgence avec un nourrisson amorphe et sans appétit. Ils reviennent rapidement car le bébé a développé des convulsions. Cette fois-ci, on les prend au sérieux et les radios révèlent une fracture du crâne. Tout de suite, le couple pense à l'accouchement. Ils ont vu la tête du bébé, ils ont vu le cordon était autour du cou. Alors, ils m'ont dit, arrête madame,
Arrête de pousser, l'ont poussé à l'intérieur avec les mains. Je me souviens, c'est une forte pression, c'est terrible. Un accouchement précipité ou la très forte pression des médecins sur le crâne du bébé empêche qu'il ne s'étrangle avec le cordon. Des circonstances dramatiques que Nadia évoque avec le docteur Sirard. Lorsque vous avez parlé de l'accouchement, quelle a été sa réaction? Elle riait. Il riait. Elle riait, elle se moque de moi, mais c'est comme sa décision a déjà été prête. La batterie de tests ne révèle pourtant aucune autre blessure. Sauf qu'il est très rare qu'un accouchement se termine en fracture de l'occiput. Alain Sirard a une autre théorie. Nadia a échappé son bébé et refuse de l'admettre. Il me l'a dit à moi, il m'a dit, est-ce que vous l'avez fait? Tu as peur de la réaction de ton mari? Tu as peur qu'il va te divorcer? Nadia et Ali sont originaires d'Afrique du Nord, mais ils habitent ici depuis 10 ans. Leurs 3 enfants sont nés à l'hôpital Sainte-Justine. Et on n'a pas beaucoup de familles proches de nous ici, alors on est une famille unie. Lorsque Nadia maintient qu'elle n'a jamais échappé son bébé, son mari la croit et il le dit à la DPJ. Je connais très bien ma femme aussi. Quand il y a quelque chose, elle est très franche, elle va le dire. Alors, ce que vous me dites, c'est de l'absurdité. Mais la machine est en marche. 10 jours après leur arrivée à Sainte-Justine, la DPJ impose des mesures de protection. Vous allez sortir de l'hôpital, vous allez laisser l'enfant à l'hôpital. Moi, j'étais en colère. Elle aussi était en colère. Je sais pas, c'est normal. La réaction que tu vas avoir quand on t'informe, quand on enlève ton enfant. On a commencé à crier. Pourquoi ils nous enlèvent l'enfant? On comprenait rien. On comprenait absolument rien. C'est à ce moment-là où ils ont appelé la sécurité. J'ai pris ma fille, la sécurité. Il n'est pas question, je sors d'ici. Mon mari m'a dit, calme-toi, c'est pas comme ça que tu vas avoir tes droits. Au tribunal, la DPJ demande le placement du bébé sur la foi du diagnostic d'Alain Sirard. Les parents n'ont pas trouvé d'avocat pendant le week-end. Comme Nadia et Ali n'ont pas de famille ici pour les surveiller, leur bébé de 2 semaines ne reviendra pas à la maison. Où est allée votre fille? Dans une famille d'accueil à Longueuil. Est-ce que vous pouviez la voir? Je la vois 2 fois par semaine, 2 heures. C'est vraiment difficile, c'est pénible. Plus tard, Nadia et Ali apprendront que 2 radiologues de Sainte-Justine avaient confirmé leur version. Les manœuvres de l'accouchement auraient effectivement pu causer la fracture du crâne. 2 opinions qui n'ont pas été relayées au juge lorsqu'il a confirmé le placement du bébé. La vision en tunnel, c'est on part avec une idée et il n'y a rien qui rentre dans le tunnel, là. Alors, autrement dit, du début à la fin, on reste avec cette vision-là. La vision tunnel est dangereuse en protection de l'enfance, selon l'avocat Jean-Pierre Ménard. Particulièrement dans les cas où l'enfant ne parle pas et où la DPJ s'appuie surtout sur l'avis des médecins. Évidemment, quand l'analyse du DPJ repose beaucoup sur la génétique médicale, bien, le médecin a un pouvoir énorme dans ces matières-là, ce qui va lui dicter d'être d'autant plus prudent que sa décision va être lourde de conséquences. Le revirement d'un des médecins de Sainte-Justine sera lourd de conséquences pour Nadia et Ali. Jean-Claude Descaries est un des radiologues qui avait confirmé la version de l'accouchement, celle des parents. Le bébé est placé depuis 4 mois lorsque le docteur Descaries change radicalement d'avis. Devant le tribunal, il appuie désormais la position de maltraitance du docteur Sirard. Résultat, le bébé va rester en famille d'accueil. Et ça a pris combien de temps avant que vous récupériez votre fille? 9 mois. Dans sa décision finale, le juge a noté le spectaculaire changement de cap du docteur Descaries. Un revirement contre les parents que le tribunal attribue à l'insistance du docteur Sirard. Le juge a finalement redonné leur fille à Nadia et Ali, grâce au témoignage de 2 experts qui liaient clairement la fracture à l'accouchement. Mais 9 mois d'absence ont laissé des traces chez les parents et les sœurs du bébé. Ils savaient qu'il se passait des choses. Ils savaient que cet enfant-là, il est enlevé. Ils ont peur qu'ils vont les enlever. Pendant 1 mois, après avoir placé l'enfant, ils ont la peur. Il nous a fait très mal, très, très mal.
Notre diagnostic va avoir un impact. Par exemple, l'enfant pourrait rester chez lui ou devoir quitter son foyer. Et ça peut avoir des conséquences psychologiques. Quels sont les critères d'un bon diagnostic de maltraitance? Les médecins que nous avons consultés au Québec et au Canada ont tous refusé de nous accorder une entrevue à la caméra. Nous avons finalement trouvé au Colorado. Mon rôle n'est pas celui d'un détective. Mon rôle, c'est d'aider l'enfant, mais aussi d'évaluer son environnement et son développement, pour aider l'enfant, mais sa famille également. Formée par les plus grands spécialistes américains, le Dr Catherine Snyder est l'une des auteurs de cet important manuel de référence. Elle nous fait part d'une des règles d'or de sa profession. Amasser le plus d'informations possible et, au bout du compte, ne dire que ce qu'on est vraiment capable de soutenir. Il faut pouvoir affirmer avec assurance « ça me préoccupe, mais je ne peux pas vous confirmer que c'est un abus », parce que ça pourrait résulter d'un mécanisme accidentel. Donc, vous êtes assez mature pour admettre que parfois, vous ne le savez pas. C'est ça. Au niveau de la maltraitance, il y a très, très peu de causes actuellement au Québec parce que les parents ne sentent pas, d'une part, qu'ils peuvent vraiment contester ces choses-là. Il n'y a pas eu beaucoup de poursuites, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de cas. Absolument, ça signifie rien. On n'a aucune idée du nombre de cas où on peut penser qu'on est allé un petit peu trop vite en affaires. Maître Ménard sait de quoi il parle. Il a lancé, il y a 7 ans, la première poursuite québécoise basée sur un diagnostic de maltraitance. Avril 2003, un violent accident de la route blesse gravement une mère et son bébé de 7 mois. L'enfant est transporté à Sainte-Justine avec une hémorragie cérébrale. Diagnostic final de la clinique, le bébé aurait été secoué par quelqu'un avant l'accident. Les parents et leurs experts soutiennent que la clinique se trompe et que c'est l'accident qui a causé les blessures. Maître Ménard ne peut pas évoquer les détails de sa cause. Elle est en attente de jugement. Il rappelle toutefois un principe essentiel. Le médecin a droit à l'erreur, mais pas à la faute. En matière de maltraitance, ce serait quoi la différence entre une erreur et une faute de la part d'un médecin? Est-ce que le professionnel agit comme un professionnel moyennement prudent, compétent et diligent? Donc, autrement dit, est-ce qu'il agit comme la moyenne de ses collègues? Alors, quand toute la moyenne ne dit pas comme lui, là, il y a un problème. Les 3 médecins poursuivis défendent vigoureusement leur diagnostic. Ils font aussi valoir un principe important, celui de l'immunité. Car la loi interdit de poursuivre ceux qui signalent un abus d'enfant pour leur permettre de bien faire leur travail sans crainte des représailles. Une immunité qui couvre le signalement, selon Jean-Pierre Ménard, mais pas le diagnostic du médecin. Le diagnostic, c'est beaucoup plus élaboré que le signalement, puis d'après moi, ce n'est pas couvert par les règles habituelles de l'immunité. OK. Donc, un médecin est responsable du diagnostic, même si c'est en maltraitance. Dans la mesure où on fait une démarche médicale, la démarche médicale obéit aux règles habituelles de responsabilité. Un des médecins poursuivis par les clients de Maître Ménard est le radiologue Jean-Claude Descaries, l'expert de Sainte-Justine, qui est aussi poursuivi par Nadia et Ali. On s'attaque à des familles, on s'attaque à des vies humaines. On les détruit complètement, psychologiquement, financièrement. Leur poursuite vise aussi le docteur Alain Sirard. Pourquoi avez-vous décidé de poursuivre les médecins en justice? Si on ne le fait pas, on va regretter. Après la pause, l'histoire troublante d'un couple de musiciens bien connus du milieu du show business. J'avais visiblement aucune ressource, aucun espace avec cet homme-là. Cet homme-là était fermé avec un mur devant lui. Qui est Alain Sirard? Pédiatre depuis 26 ans, il est l'un des piliers de la clinique socio-juridique de Sainte-Justine. Un des 2 seuls médecins québécois à avoir obtenu la certification du Collège américain des pédiatres en maltraitance, il est aussi expert reconnu par les tribunaux.
Le père a fait des aveux d'une violence. Il participe à une vingtaine de causes par année. Je me suis dit, enfin, on vient de tomber sur un bon médecin. Et j'ai même écrit un texto à ma femme en disant, c'est cool, il a l'air vraiment, tu sais, il fait des choses autrement. En fait, il était en train de le sculpter pour trouver des blessures, mais ça, je ne le savais pas. La femme de Jean-François Morin, c'est l'auteur et interprète Catherine Major. Elle s'est vite rendue compte qu'Alain Sirard fait effectivement les choses autrement. Il avait appelé la DPJ avant même de la rencontrer. Il n'a jamais pris notre version des faits aucunement avant de faire le signalement. Moi, ce qui me préoccupait le plus, c'était est-ce que ma fille va s'en sortir? Parce que ce qu'il disait, c'est on va en trouver plein d'autres fractures. Il y avait vraiment les deux radios, puis il m'a montré, il dit, vous voyez, ça, c'est des côtes, en fait, qui se brisent pas en tombant. Puis je me suis obstinée avec lui tout le long, mais j'avais visiblement aucune ressource, aucun espace avec cet homme-là. Cet homme-là était fermé avec un mur devant lui. Je ne peux pas m'imaginer d'avance tous les scénarios. Même si je connais en gros ce qui cause les blessures, je n'ai aucune idée de ce qui est arrivé à mon prochain patient jusqu'à ce que je pose des questions. Donc, vous ne pouvez pas vraiment faire un diagnostic avant d'avoir entendu les parents. C'est toujours possible, mais ce n'est pas la meilleure façon de travailler. Tu sauves ma vie. Est-ce que je peux dormir chez toi? C'est l'été dernier que le couple de musiciens a été projeté dans la tourmente. Un soir de juillet, Jean-François Morin installe son bébé de 2 mois dans son petit transat sur une table. Ils sont chez des amis, plusieurs personnes assistent à la scène. Moment d'inattention, j'ai le dos tourné au bébé, je regarde ma blonde, on discute, et elle, tout à coup, terreur dans son visage. La chaise disparaît, le bébé qui bascule, tombe en bas de la table. Elle est tombée par terre, mais en fait, le mur était pas loin, donc il y avait un calorifère en métal, une plainte chauffante. Là. Ils se présentent 2 fois à Sainte-Justine et chaque fois, on les renvoie chez eux. Devant l'inconfort grandissant du bébé, Catherine Major retourne à l'hôpital une 3e fois. J'ai dit, écoutez, ça fait 2 jours qu'on est ici. J'ai pas l'impression qu'on a trouvé le problème encore. J'aimerais ça qu'on fasse des radios des côtes. C'est moi qui ai demandé ça, suite à avoir consulté mon ostéopathe. Et là, évidemment, l'ostéopathe fait beaucoup rire les médecins en général. Plus personne ne riait en voyant les résultats. 2 côtes fracturées, ainsi que le bras, toutes du côté où l'enfant est tombé. Pour le médecin de l'urgence, Nathalie Lucas, les blessures aux côtes sont suspectes. L'histoire de la chute ne tient pas, elle soupçonne un abus physique. Et justement, le dimanche précédent, la petite était seule avec son papa pendant 3 heures. Ça fait 3 jours que tout le monde nous dit sur un bébé, vous savez, c'est très difficile de savoir ce qui se passe. Ça parle pas. Hein? Ça parle pas, un bébé. Et là, soudainement, ils connaissent tout. Ils connaissent tout, peuvent te dire la date, l'heure, exactement de tout. Le dossier est transféré au Dr Sirard. Et la ronde des tests commence avec, entre autres, un scan cérébral. On rentre l'aiguille et on cherche la veine. Allègrement, on cherche la veine. Pendant ce temps-là, le bébé hurle. On injecte un liquide, le bras gonfle. Merde, ça veut dire qu'on n'a pas la veine. Et là, ça a recommencé 4 fois comme ça. Les tests de dépistage sont négatifs. Mais la police et la DPJ sont convoqués. Alain Sirard annonce son diagnostic aux parents. Maltraitance. Donc, est arrivé en rigolant, comme si elle venait nous annoncer qu'on avait gagné 5 000 $ à l'Auto-Québec. Alors qu'il s'en venait, moi, si j'avais été à sa place, j'aurais pas été content. J'aurais pas montré d'émotion, mais j'aurais pas été heureux. Tout le long de notre séjour, il trouvait ça drôle. Il était tellement heureux d'essayer de prouver son histoire. Les documents indiquent que le docteur Sirard ne semble pas avoir dit la vérité sur un aspect crucial. Le 28 juillet, il y a un début de guérison sur les côtes de Margot. Ce rapport radiologique le confirme. C'est important parce que ça indique que les blessures concordent avec la date de la chute, comme l'ont toujours dit les parents. Mais le 30 juillet, le docteur Sirard dit le contraire à la DPJ.
il n'y a pas de processus de guérison sur les côtes du bébé. Pour la DPJ et pour les parents, c'en est trop. Le dossier est transféré à l'hôpital Children's pour être réévalué. Vous arrivez à l'hôpital de Montréal pour enfants. J'aimerais que vous me parliez de la différence de traitement que vous avez senti. On peut dire qu'on nous a plus écoutés à cet hôpital-là. Mais surtout que d'emblée, on arrivait comme on était accusés. Là, pour eux, ils sont allés professionnellement, en fait. On vous a demandé de refaire les gestes de la chute? Oui. Quelles ont été leurs conclusions au sujet du soupçon de maltraitance? Qu'il n'y en avait pas. Ce qu'il n'y avait pas non plus, leur révèle l'hôpital, c'est une fracture au bras de la petite Margot. Il n'y a jamais eu de fracture au bras. Elle a eu un plâtre pendant 2 semaines pour absolument rien. La DPJ rend son verdict, les faits ne sont pas fondés. Le couple a déposé une plainte contre les docteurs Sirard et Lucas auprès de Sainte-Justine et du Collège des médecins. Ils sont un peu plus d'une vingtaine de médecins au Québec à travailler principalement en maltraitance. Un travail délicat aux conséquences cruciales. Si on rate un diagnostic, le risque que l'enfant soit maltraité à nouveau est très élevé. Le risque que l'enfant en meure est aussi très élevé. Le Dr Snyder pratique dans cette clinique de Denver qui évalue 900 cas par année. Si un enfant se présente ici, c'est qu'on soupçonne qu'il est maltraité, ce qui ne veut pas dire que sa famille est accusée. Quand vous interviewez la famille, n'oubliez jamais, vous êtes peut-être en train de parler à une mère ou à un père qui n'a absolument aucune idée de la façon dont la blessure s'est produite. On n'était pas capable d'expliquer le fait qu'il ait trouvé toutes ces fractures-là. On n'était même pas capable d'expliquer celle du bras. Donc lui, quand il nous disait « mais expliquez-moi-les, qu'est-ce qui est arrivé? » Puis on disait « mais on ne sait pas, qu'est-ce qui est arrivé? » Des parents paniqués à l'urgence pour le simple mal de bras de leur fille de 4 mois. L'affaire est grave. Les radios révèlent une vingtaine de fractures. La DPJ est alertée. Le docteur Sirard propose une explication sociologique. Moi, je suis italien, donc il a mentionné qu'habituellement, les Italiens, ils giflent tous leurs enfants. Ça, c'est un manque à l'éthique d'un médecin. Là. Total. Oui. Total. Sophia a un problème sérieux depuis sa naissance. Ses bras restent bloqués en position pliée. Des tests génétiques et neurologiques étaient déjà en cours depuis plusieurs semaines, dont certains à Sainte-Justine même. Le docteur Sirard, donc, à ce moment-là, savait que vous étiez en processus de recherche par rapport à une maladie éventuelle que votre fille aurait pu avoir. Ça avait été clairement mentionné. Oui. OK. Le docteur Sirard ordonne les tests classiques pour déterminer si Sophia est un bébé secoué. Les tests du cerveau et de l'œil sont tous négatifs. Qu'est-ce qu'il a répondu à ça? Il a répondu « je ne l'ai pas brassé assez fort ». Vous l'aviez pas brassé assez fort? Oui. Mais par exemple, je l'ai brassé assez fort pour lui créer toutes les fractures au niveau des côtes. Le rapport d'Alain Sirard évoque la possibilité d'une maladie osseuse, mais son opinion reste la même. Sophia est un bébé secoué. Mon père qui se met sur Internet, essayer de chercher, se rend compte que souvent, la maladie des os de verre est associée à la maltraitance et c'est mal diagnostiqué. La maladie des os de verre, un syndrome génétique qui rend les os si fragiles qu'ils se brisent constamment. On se dit « Oh mon Dieu, on vient de mettre le doigt dessus ». Et comment ça a été reçu, ça, à la DPJ? Ben, j'avais très peur de cette rencontre-là. Mon Dieu, je me disais, oh my God, qu'est-ce qu'on fait? On est rendu à la DPJ, tu sais, c'est les cas graves là, qui sont rendus là. Tu sais, il y a quelqu'un à un moment donné qui va comprendre. Pour la DPJ, leur hypothèse est crédible. Après 2 semaines à l'hôpital, la travailleuse sociale leur permet de retourner à la maison, sous supervision. Mais au jour fixé, la DPJ n'appelle pas. Là, il est vendredi, il est 5 heures, qu'est-ce qui se passe? Fait que, elle me dit au téléphone, malheureusement, le docteur Sirard n'était pas d'accord avec cette décision-là. Et puis, il a appelé mes supérieurs pour faire barrer le dossier à un niveau que moi, je peux rien faire. Donc, pour l'instant, je ne peux plus rien faire. Combien de jours de plus vous êtes restés? 5. Finalement, on permet au couple de transférer Sophia à l'hôpital Shriners pour poursuivre les tests génétiques. Comment s'est passée la sortie?
escortés. Escorté. Escortés par la dame de la DPJ. On ne pouvait pas être avec l'enfant seul. Aux Shriners, le chirurgien leur mentionne qu'il vient de recevoir un article scientifique de son collègue, Alain Sirard. L'article précise que les fractures de Sophia sont rarement compatibles avec la maladie des os de verre. Moi et mon conjoint, on se regarde et on dit, mais voyons donc, on est sorti de Sainte-Justine, on essaie de s'en sortir de notre côté, puis lui, il continue. Mais on était abasourdis, là. Moi, j'en revenais pas. Diagnostic final, Sophia souffre du syndrome de Brock, une forme extrême de la maladie des os de verre. Un terrible verdict et, paradoxalement, un soulagement. C'est une mauvaise nouvelle, c'est difficile à accepter, mais en fait, d'un autre côté, c'est une délivrance. C'est une délivrance pour toute notre histoire qu'on a vécue, puis de montrer aux gens, à travers tout ça, qui ne nous ont pas cru, vous dire, mais on vous a tellement dit la vérité. On est d'abord partenaire de l'enfant. Notre rôle, c'est de protéger l'enfant d'abord. C'est ce que la loi, d'ailleurs, nous demande puisqu'il nous oblige à signaler. Donc, en fait, notre but premier, c'est de protéger l'enfant. Il y a quand même des gens qui vont dire on n'est jamais trop prudent quand il s'agit d'enfants. Je pense que c'est trop facile de dire on prend pas de chance avec les enfants. Si on détruit un couple ou une structure familiale dans laquelle un enfant pourrait évoluer toute une vie, normalement, pour de simples soupçons, ben c'est grave. Au moins 4 familles ont déposé des plaintes contre Alain Sirard au Conseil de discipline de Sainte-Justine et au Collège des médecins. Citant la confidentialité du dossier médical, l'hôpital Sainte-Justine a refusé aux médecins la permission de répondre à nos questions. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et aussi revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 18h sur le réseau de l'information. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.